Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans les chansons de ma vie sur Radio J, un artiste, auteur, compositeur, interprète qui, de son vivant, a vu plusieurs de ses chansons entrer au panthéon de la chanson française. Plus de 30 écoles à ce jour portent son nom. Sa chanson Prendre un enfant est devenue l'hymne de ralliement de tous les parents adoptants. Et pour fêter ses 50 ans de carrière, il nous offre un livre, Chemin de liberté, aux éditions de l'Archipel, et un coffret de 4 CD de ses plus grands succès. C'est Yves Dutheil que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui au micro de Radio J. Bonjour Yves, comment allez-vous ? Mais bien, Fred, merci. 50 ans de carrière, comment vit-on un tel anniversaire ? Avec à la fois reconnaissance, émerveillement, surprise. En fait, c'est totalement inattendu. On sait que ce métier est fait de hasard et de vagues successives, de succès, d'oubli. Mais être encore là au bout de 50 ans, et avec la même passion et avec la même liberté, ça, je pense que c'est rare. Vous imaginiez dans vos rêves les plus fous, lorsque vous chantiez pour les gentils membres du Club Méditerranée, vous imaginiez 50 ans après être encore là et compter à ce point-là dans le patrimoine culturel français ? Non, pour moi, je m'imaginais à 40 ans avec les pantoufles et le journal dans le fauteuil. Pourquoi à 40 ans ? Mais parce que pour moi, à 20 ans, être vieux, c'était 40. Donc, 50 ans plus tard, je vois pas... j'avais pas du tout, mais cette perspective-là, pas du tout. Alors Yves, vous racontez pour notre plus grand plaisir dans un livre, Chemin de liberté, chemin au pluriel, et vous avez couplé ce livre d'un quadruple album des chansons de ce livre. Comment vous est venue l'idée de coupler les deux ? C'est plutôt original comme démarche. En fait, on travaille tout le temps ensemble avec Noël, en parallèle. Elle est ma première lectrice, elle est la première auditrice de mes mélodies. On a l'impression que le livre est écrit à 4 mains, tellement elle est présente. C'est ça. Il y a un jour, j'avais écrit une chanson qui disait « Je savais qui tenait la plume, j'ignorais qui tenait ma main ». Moi, je sais qui tenait ma main aussi. Voilà, aussi exactement. Et en fait, quand on était tous les deux, pendant le confinement, en fait, j'étais un peu à l'écriture et en même temps au confinement. C'était un peu le masque et la plume. Et j'ai évidemment corrigé les épreuves du livre, les premières épreuves digitales du livre. Oui. Et on était tous les deux dans le canapé, devant la cheminée, en train de lire le livre. Et on s'est regardé à un moment, on a dit, mais c'est incroyable parce que à chaque page, on sent une chanson qui émerge, on l'entend presque. Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le disque des chansons du livre en faisant apparaître les chansons dans l'ordre d'entrée en page ? Les gens pourraient suivre l'histoire et écouter la chanson qui correspond. On parle de la défense du peuple tibétain. Oui, la tibétaine arrive. On parle de Dreyfus. Voilà, la chanson est là. On parle de notre expérience municipale avec les gens de mon village. En fait, c'était incroyable. C'était un nombre de chansons qui correspondaient à chaque étape de notre vie. Et ça montrait en plus la cohérence, en fait, entre l'écriture, la création et notre vie. Nos engagements, nos épreuves, nos moments forts, nos rencontres. Une espèce de correspondance évidente, quoi. Exactement. Eh bien, on l'a fait. Mais on l'a fait dans un temps record. Parce que, c'est ça. Il fallait en fait, la date de sortie du livre était déjà programmée. Il fallait que le quadruple CD suive, que le Exactement. coffret... Alors, on a programmé le studio. On s'est dit, tiens, on va faire des versions nouvelles des chansons. Oui. On a retrouvé les musiciens. On s'est mis à bouillir, littéralement. Il y a eu une émulation incroyable. On a retrouvé l'équipe au studio, l'équipe de Respect, l'enregistrement de l'album, oui, à Malambo, les musiciens de scène, on a refait des versions scène en studio telles qu'on les chante maintenant. On a retrouvé des versions d'enregistrement public qu'on a mixées. Et au résultat, 75 chansons, 4 CD, mais aussi 16 versions inédites. Pour nous, c'est une aventure artistique et ce disque, c'est pas du tout une compilation. C'est l'histoire de notre vie en miroir musical. Les chansons du livre. Je précise pour nos auditeurs, moi ça ne me surprend pas, mais parfois certaines biographies sont plus ou moins bien écrites. Ce livre est magnifiquement écrit. C'est-à-dire qu'on a non seulement le plaisir de mieux vous connaître, mais on a le plaisir de lire quelque chose de vraiment parfaitement soigné. Et ça, je le précise, en passant. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Yves, vous connaissez le principe de cette émission ? Oui. Si c'est vous qui l'avez construite. Vous nous avez suggéré 5 chansons qui ont marqué votre vie. Et nous allons ainsi, comme durant une petite heure, nous promener comme ça au pays de vos préférences musicales. Alors je précise que dans le choix musical, oui, on pourrait passer 1 heure
à citer les chansons que j'ai dû éliminer. Non, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous allez devenir un invité récurrent, et que tous les mois, on viendra faire les 5 chansons incontournables de votre vie. Alors, le premier de vos choix, il va nous faire un petit retour en arrière. En 1968, précisément, La Quête de Jacques Brel. Chanson extraite de L'Homme de la Mancha, adaptation libre en français du Grand Jacques, de Man of la Mancha. Les auteurs originaux de cette chanson, il faut toujours citer les auteurs originaux des chansons. The Impossible Dream sont Joe Darion et Mike Late. Pourquoi ce choix, Yves ? Parce que Brel est la synthèse extraordinaire de la simplicité et de la puissance. Quand il chante « Ne me quitte pas » ou « Mon enfance », on a une force avec une économie en même temps, une force de sentiments et d'émotions, et une économie de mots. Là, cet impossible rêve, rêver à s'en écarteler, c'est une puissance, une force, et ça conjugue toute la force de Brel, toute sa simplicité d'écriture et ce direct au cœur qu'il nous met à chaque fois qu'il chante. Et pour moi, c'est toute la carrière de Brel qui est dans cette chanson. En plus, dans le spectacle, si je ne dis pas de bêtises, Dulcinée lui pose la question, c'est toi pourquoi la quête ? Et il répond, et Don Quichotte répond par cette chanson-là. Ça venait en réponse à Dulcinée. Et c'est vrai que ce mot quête, c'est pas un mot qui est le plus usité dans la chanson française. C'est pas un mot qu'on a beaucoup entendu. Non, c'est vrai. Et pourtant, tous les artistes sont en quête de quelque chose, d'une réalité, d'une vérité intérieure, d'une expression un peu magique, mystérieuse, qui fait l'alchimie entre les mots et la musique. La réussite d'une chanson, c'est une alchimie. Donc c'est pour aller vers le public, rentrer directement dans son cœur. Et ça, c'est une quête sans fin, une quête de la perfection, une quête de l'émotion. Et une quête de la spiritualité aussi à travers... Justement, dans cette main tendue vers le ciel, quand il chantait, on a tous gardé cette image de Jacques Brel grimé en Don Quichotte, avec cette main tendue vers le ciel. Dans cette quête vers l'inaccessible étoile, il y a bien évidemment une démarche spirituelle. Je vous ai entendu dire que vous étiez né sous une double bonne étoile. Ouais, c'est vrai. Alors, l'étoile juive, évidemment, puisque ma famille est d'origine juive et je suis un descendant de Dreyfus. Donc, vous êtes le petit-neveu de... Voilà. Sauf que dans cette période troublée de l'après-guerre, il y avait une coutume qui consistait à baptiser les enfants juifs pour essayer de leur faire échapper au pire. Voilà. Et donc, j'ai été baptisé. Mais moi, ça n'a pas été juste anodin. C'est quelque chose qui m'a aussi marqué, sans que je sache très bien ni comment ni pourquoi, mais ça s'est inscrit en moi comme un moment, comme si je devenais tout d'un coup judéo-chrétien. Et donc cette double étoile, l'étoile de David et l'étoile du berger, on peut dire, m'a marqué d'un saut de spiritualité plus que de religion, parce que je n'ai été élevé dans aucune de ces deux religions, ni dans aucune religion tout court, et ça m'a ouvert l'esprit à la spiritualité. Une forme de spiritualité que je qualifierais de laïque et qui est aussi forte que celle que les livres décrivent comme étant l'histoire de l'humanité racontée à travers une pomme ou à travers la côte d'Adam ou des symboles comme ça ou la tour de Babel. Enfin, tout ça, je le prends au figuré, mais c'est aussi fort que dans la réalité. Si je suis allé marcher sur le chemin de Compostelle, c'est aussi pour aller... Ce que vous racontez dans votre ouvrage. Quelque chose de spirituel, mais qui a quelque chose à voir avec l'histoire. Je suis fasciné par l'histoire du Christ, tout comme je suis fasciné par la beauté des prières israélites. Et donc je suis né sous cette double étoile, sans aucune contestation. Vous avez écrit durant 10 ans, je crois, dans un blog chrétien, le blog Panorama, je crois que vous avez... Un magazine, papier. Un magazine. Oui, tout à fait. Où la seule contrainte, c'était le nombre de caractères. Donc là, c'était un côté plutôt journalistique, chroniqueur. Voilà, on a dû trouver que j'avais pas trop mauvais caractère. En fait, je me suis rendu compte que l'écriture de la prose était aussi passionnante que celle des chansons. Et j'ai appris à concentrer, à être beaucoup plus concis, à être beaucoup plus signifiant dans mes mots, à enlever les virgules inutiles et des tronçons de phrases qui ne changeaient rien au sens général, mais qui rassemblaient un peu le propos. Et donc, effectivement, pendant 10 ans, j'ai eu quartier libre, carte blanche. J'ai évoqué tous les sujets, très, très rarement, pour dire jamais, religieux. Simplement, il y avait un fond de spiritualité, de réflexion sur la vie qui
qui m'a appris à aller au fond des choses. Alors c'est formidable d'en parler parce que cette forme d'écriture, elle montre que très souvent on pense à quelque chose et puis ça s'enfuit. Oui. Mais si on est obligé de le mettre en forme pour que ce soit lu, conservé, c'est là. Eh ben voilà, il reste une trace et on est obligé d'aller au bout de son idée. On est obligé de la développer, de la creuser, de s'interroger. De s'interroger. Et c'est une façon de soi-même avancer aussi en termes de spiritualité. Donc ça m'a appris énormément sur ma propre écriture. Yves, sans rentrer dans la sphère de l'intime, cette spiritualité dont vous parlez volontiers, elle vous a aidé à vivre ces dernières années? Oui, parce que je pense à la philosophie qui est définie comme la vie bonne. Ben, la spiritualité, c'est comme une espèce de gouvernail. Mais pas seulement un gouvernail pour aller vers la droite ou la gauche, vers le sud ou le nord. C'est aussi un gouvernail, comme il y en a dans les avions, un gouvernail d'altitude, et aussi dans les sous-marins, un gouvernail de profondeur. Et donc cette spiritualité m'a aidé à traverser des épreuves. Elle m'a appris à prier aussi. Elle m'a appris à me dire que même au cœur du pire, on n'est pas à l'abri du meilleur. Et que c'est surtout dans le tunnel, dans l'obscurité, qu'on voit le mieux les lueurs d'espérance. Yves, j'aimerais revenir sur ce personnage de Jacques Brel qui a vraiment tout d'un héros romanesque. Ce mec qui, au sommet de sa gloire, quitte tout de peur de faire le disque de trop ou le concert de trop. Ça vous inspire quoi? Beaucoup de respect. Infiniment de respect. Une lucidité pour Brel qui était malade avant d'entrer en scène, oui. Comme tout le monde dans notre métier le sait. Cette force d'émotion, c'était physiquement une épreuve pour lui à chaque fois. Mais en même temps, il y avait une telle puissance d'écriture que se retirer, c'était pas un geste anodin, il allait nous manquer. Donc il a continué d'ailleurs à créer, il a fait des films, il a fait d'autres choses. Il a fait un album quelques 10 ans après son départ, en 78, il a publié, juste avant de nous quitter définitivement. Brel, c'est un peu comme l'amour. On mesure l'importance qu'il a pu avoir au manque qu'il nous laisse. Lui. Voilà. Il y a une autre chose qui vous relie avec le Grand Jacques, c'est votre implication dans la vie de la cité. Lui, sur son île, il va au Havre en donnant son avion pour aider les uns et les autres à se rendre chez le médecin sur l'île d'à côté, en jouant les avions de l'aéropostale, en allant chercher le courrier à Tahiti, à Papeete, et en le ramenant sur cette île d'Ivaoa. Il s'est vraiment impliqué en montant un ciné-club avec l'aide de Claude Lelouch sur son île. Il a vraiment essayé de faire le mieux pour ses voisins. Vous êtes impliqué, vous avez été édile, maire de la ville de Précy-sur-Marne. C'est un point commun que vous avez essayé de faire que la vie des autres soit la meilleure possible. C'est pour vous une façon de rendre à la vie ce qu'elle vous a donné, cette implication dans la cité? Oui, c'est exactement comme ça que je le formulerais. Je pense que la notoriété est un cadeau extraordinaire qui vous permet de faire beaucoup de choses et qui mérite d'être d'une certaine manière légitimé. On a envie de le mériter. Parce que quand le succès vous tombe dessus, en général, ça vient d'un bloc comme ça, massivement, et vous êtes un peu décontenancé. C'est violent? Oui, c'est violent, c'est pas désagréable. Hein. On l'a suffisamment cherché pour pas non plus se plaindre d'être connu dans la rue. Mais en revanche, je pense qu'à un moment donné, on a plus qu'envie, besoin de rendre cette notoriété à ceux qui vous l'ont donnée, comme un miroir renvoie la lumière, comme un phare montre la route sur la mer et éclaire l'endroit précis où vous voudriez que les gens regardent. Vous savez, dans la rue, vous avez des passants et des passeurs. Vous avez des passants qui traversent la rue, qui passent. Et puis vous avez celui qui s'arrête et qui regarde quelque chose. Et là, vous le regardez. Et là, vous regardez ceux qui le regardent. Et ben nous, c'est un peu ça qu'on fait dans la musique, dans la chanson, dans l'artistique en général, dans la création. On pointe du doigt des beautés du monde, ou des laideurs, mais des faits, des événements, des choses qu'on ne peut plus après ne pas voir. Et du coup, les gens auront vu non pas le doigt de celui qui pointe vers la lune, mais l'objet que désigne ce doigt pour qu'on regarde dans cette direction. La notoriété, elle permet ça.
on vous sollicite tout le temps pour défendre une cause, pour mettre votre nom... pour venir en aide. venir en aide. Et il y a tellement pour de changer malheurs. la vie, quoi, en fait. Ben, c'est ça. Il y a des gens qui font ça sans être célèbres. Oui. Et c'est eux qu'il faut aider à rentrer un peu dans la lumière, parce qu'ils sont un peu trop dans l'ombre, qu'il y a des grandes causes... Leur donner des moyens, quoi, en fait. Voilà, qui sont des causes qui sont très, très illuminées. Et puis, il y a des causes qui sont dans l'ombre et qui méritent un petit éclairage. Et cet éclairage, vous êtes en mesure d'en donner une part par rapport à la lumière qui vous a été adressée à vous à travers les projecteurs, les caméras, les micros qui vous sont tendus. Ceci est extrêmement bien dit. Yves, pour en revenir à la quête, 50 ans de carrière, vous avez eu tous les honneurs. C'est quoi votre quête aujourd'hui au quotidien ? Je réfléchis bien, hein, parce que c'est une question importante. De décorer la vie des autres, d'essayer d'être utile ? Je crois qu'on a tous droit au bonheur, mais que le bonheur, c'est pareil, c'est exactement comme la notoriété. C'est un truc qui doit rebondir sur les autres. Vous éclaboussez les gens quand vous êtes heureux. Le bonheur, c'est un droit ou un choix ? Enfin, Non, c'est les deux. C'est-à-dire le malheur, il vous tombe dessus sans Oui. qu'on s'y attende. Ça vient toujours de quelque part, là où on ne s'y attendait pas, au moment où on s'attendait le moins. Mais il est rare que le bonheur arrive par hasard. Alors ça se construit, mais ça se construit pas seulement pour soi, parce qu'on a les tout proches, et puis les un peu plus lointains, puis les encore plus lointains, oui. mais qui s'attachent à vous par la force du lien que vous avez créé avec eux. C'est comme le petit prince qui parle au renard en lui disant bah voilà, et le renard lui dit moi si tu veux m'apprivoiser voilà ce qu'il faut que tu fasses. Le public qui vous a rejoint d'une certaine manière, vous l'avez apprivoisé, puis vous avez une certaine forme de devoir vis-à-vis de lui. Oui. Mais en particulier, vous avez aussi le devoir de faire ce que vous avez envie de faire pour pouvoir l'offrir le meilleur, ce que vous jugez être le meilleur. Et j'ai envie de continuer à donner le meilleur en continuant à choisir, à être libre. Et mon rêve, c'est cette liberté utile, cet engagement, ce rêve. Ce rêve utile dont vous... Ce rêve qui consiste à rêver la vie plus belle qu'elle n'est pour qu'elle le devienne. C'est votre quête aujourd'hui ? Je dirais ça, oui. La quête de Jacques Brel, le choix d'Yves Dutheil dans les chansons de ma vie sur Radio J. Yves, quand j'entends cette chanson, une toute petite anecdote me vient. J'aimais beaucoup Charles Marouani, je sais que vous l'avez rencontré aussi, qui était un des grands impresarios de ce métier. Il m'avait raconté que pour avoir le rôle, pour avoir le droit de faire cette adaptation, Jacques Brel n'avait pas voulu envoyer des maquettes. Il avait pris l'avion, il s'était allé à Los Angeles, et un matin, à 9h du matin, il était allé dans la salle à manger de l'auteur original, lui chanter sa version française. Il avait déroulé devant les yeux du mec qui était complètement abasourdi de voir ce français arriver qu'il ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Mort Schumann avait un petit peu traduit, avait un petit peu à New York fait connaître l'œuvre de Jacques Brel aux Américains, mais à Côte Ouest, c'était un fou furieux qui arrivait, et avec son enthousiasme, il leur a fait le spectacle. C'est-à-dire qu'il était au sommet de son art en France et il allait convaincre des auteurs originaux de lui laisser les droits d'adaptation de ce spectacle. Je trouve qu'en termes d'humilité, on ne peut pas trouver mieux, quoi. Oui, c'est la passion à l'état pur et cette conviction qui fait que le public ne s'est pas trompé sur la vie et la carrière de Brel. Yves, l'amour de la chanson française, il vous vient d'où ? On écoutait quoi chez vous lorsque vous étiez petit ? Ah, alors ça, c'est curieux parce que si je dis aux gens d'aujourd'hui, aux jeunes d'aujourd'hui, mes références d'hier, ils vont trouver ça complètement ringard. Et Méthode Rose, la méthode Rose avec votre maman, comme le non, piano. Non, en fait, la méthode Rose, c'était le tout début. D'accord. Mais moi, je suis un musicien d'oreille, donc je lis même pas les partitions, je serais incapable. J'ai loupé l'examen de co-signature pour la musique à la SACEM. Mais pourquoi ? Pas parce que je suis incapable d'écrire une musique sur un texte, simplement parce que je ne sais pas lire la musique, et que ce qu'on vous donne, c'est pas un enregistrement, c'est une feuille de papier avec une partition. Donc voilà. Je crois que ça a un peu changé depuis. Hein. J'étais battu d'avance. Oui, bien sûr. Mais c'est juste pour dire que, non, oui, ce qu'on écoutait à la maison, les frères Jacques, Georges Ulmer, oui. Aglaé qui chantait Brassens, mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Oui. On écoutait Brel, bien sûr, on écoutait Brassens, on écoutait du jazz, on écoutait Ray Ventura et les collégiens. Et c'est là, en fait, sur des chansons comme Tout va très bien, Madame la Marquise, ou Les Trois Mandarins, que j'ai eu le bonheur de chanter avec Georges Brassens.
Jingle diggy jing puche ou echu edi pichi di yanke ou winge bonge dinge bonge yang da ho ou tsengan sitao ou tsengan sintao stini pa winge bonge dong peipu et toc un point c'est tout. Voilà. Alors ça c'est loin des chansons que j'écris aujourd'hui, on peut pas faire de rapprochement. Mais ces chansons étaient tellement bien écrites que ça m'a donné vraiment le canevas de l'écriture. Vous avez toujours su qu'écrire allait être votre vie et votre métier? Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose d'une chanson à la radio, d'un artiste à la télévision? Vous avez eu le déclic. Ça s'est fait comment? À quel moment vous vous dites, ben moi, écrire, ça va être mon truc? Écrire des chansons, Oui, parce écrire que et la chanter. musique. Alors, musicalement parlant, je dirais Le Pont de la Rivière Kwai. D'accord. Alors, j'avais pris Bonne un référence. pipeau en plastique et je jouais en fait le morceau sur la bande originale du film. Avec un pipeau en plastique. Avec un pipeau en plastique. Les Et voisins alors, devaient être contents. super content. Jusqu'au jour où j'ai essayé de le rejouer sans le support de la musique. Et je me suis aperçu que je jouais n'importe quoi. Deuxième étape, la musique du concours de l'Eurovision. Oui. Pam, 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 le Tédéum. Le Tédéum de voilà. Marc-Antoine Charpentier. Merci. Voilà. Comme quoi, il faut toujours bâtir quelque chose de solide. de solide. Et ben, je me disais, mais c'est fou, c'est quoi cet instrument? Et j'ai découvert que ça s'appelait l'orchestre. Parce qu'il n'y avait pas un instrument, mais il y avait 150 instruments Bien dans sûr. l'orchestre symphonique Qui jouaient ensemble. qui jouaient ensemble. Et donc, tout ça m'a construit une image de la musique. Et mon grand-père, qui écrivait des vers et qui a gagné avec un poème sur la Tour Eiffel le droit de visiter ce monument pendant toute sa vie, s'il le voulait, a été quand même aussi un peu un atavisme, un héritage génétique. Inspirant. Voilà. Et ma maman qui jouait du piano merveilleusement bien. Tout ça m'a construit sans que je m'en rende compte. Et m'a destiné à mélanger la musique et les paroles, à écrire, puis à chanter, à jouer. Mais quand au lycée, on vous demandait qu'est-ce que tu envisages après le bac, qu'est-ce que tu comptes faire, vous saviez déjà que ça allait être votre vie, ou vous disiez, bon, je vais faire une fac de quelque chose, histoire d'eux, et puis on verra? Bah, j'ai procédé par élimination. C'est-à-dire, j'étais pas scientifique. J'étais pas bon en maths. Je pouvais pas faire médecine. Je pouvais pas faire des études d'ingénieur, donc etc. Peu à peu, par élimination, j'ai été au bac littéraire, bac philo. Et après le bac philo, bah, je suis rentré dans des études, non pas littéraires, parce que j'avais pas non plus envie de devenir prof, mais de sciences éco. Parce que c'était droit et sciences éco commun en première année, par élimination. Ouais. Mais pas par choix, pas par orientation. Il n'y avait pas de vocation, quoi. Non. Sauf que tout me ramenait à la musique. C'est dans la même période que j'ai commencé à jouer de la guitare, à écrire des chansons, à aller au petit conservatoire de Mireille. Tout ça s'est fait en parallèle, comme si j'allais en faire mon passe-temps favori. Les Beatles, ils rentrent quand dans votre vie? Ils arrivent à quel moment, les quatre garçons de Liverpool? Bah, dès que je commence à jouer de la guitare, je commence à chanter les chansons. Le premier morceau de guitare que j'ai joué, c'est I Feel Fine. En fait, c'est un truc assez dur à jouer. Ah oui. Tout ça à la guitare. En plus, je crois que c'est une des rares chansons qui n'est pas signée Lennon et McCartney. Alors ça, I Feel Fine, je crois que c'est George Harrison. Je crois que ça fait partie des quelques chansons que Harrison, à l'ombre de ces deux génies, a pu amener au groupe. Et donc j'ai commencé la guitare avec ce morceau. En commençant en fait à travailler sur la guitare du copain Patrice Marquis qui jouait avec moi dans l'orchestre du lycée. Oui. On allait répéter des heures et des heures et des heures chez lui et à la Ferté-Alais. Et on n'a jamais joué, nulle part. J'ai jamais eu un contrat, toujours que des auditions. Des répétitions. Que des répétitions. Et donc, les Beatles sont entrés dans ma vie à ce moment-là. Et à partir de là, ça a été tous les morceaux des Beatles. C'est-à-dire que je peux passer une soirée entière à chanter que les Beatles. Et aller jouer. Et aller jouer. C'est For the benefit of Mr. Kite, there Justement, will be a show là c'est tonight, le second de vos choix dans les chansons de ma vie sur Radio J, extrait de Sgt Pepper. Pourquoi ce titre-là? Là, on est carrément dans l'univers du cirque, on est chez les circassiens, on est dans quelque chose de très très fantaisiste. Qu'est-ce qui vous unit à ce morceau? En fait, c'est un symbole et en même temps une réussite absolue musicalement, poétiquement. Et cette chanson, elle contient pratiquement tous les Beatles au moment
où ils sont passés de un groupe de rock avec basse batterie, Oui. machin, et à orchestre philharmonique, des arrangements fantastiques, extraordinaires, qui dépassaient tout ce qu'on avait entendu. Et vrai travail en studio, vrai travail sur le son aussi. Et qui sont encore d'actualité. C'est-à-dire, si on passe ce disque des Beatles, il n'y a rien qui a vieilli. Et moi, j'ai reçu ça comme une émulation. Je pense qu'il y a des chemins que le public ne connaît pas dans l'écriture des chansons et dans les inspirations qu'on peut avoir par rapport aux gens qui nous ont influencés. Et moi, je fais un lien direct entre For the Benefit of Mr. Kite et ma chanson Le Cirque. Exactement comme je ferais le même lien avec Love is all, avec la grenouille qui a une guitare dans le dos, avec des dessins animés. C'est le Yellow Submarine, mais c'est aussi Crée-moi pas, quelque part en Alaska. La complainte du phoque en Alaska. Qui s'ennuie en maudit. Et là, à un moment donné, ça part comme Sgt. Pepper's, en délire. Oui. Et c'est ça qui m'a complètement fasciné, cette capacité à produire un truc avec une guitare à 6 cordes et à en faire un truc symphonique extraordinaire à l'arrivée. Et vous connaissez l'histoire de cette chanson ? Ah non. Alors il y avait les Beatles étaient en train de tourner un genre de clip sur leur titre Strawberry Field Forever. Les Beatles étaient en train de tourner un genre de clip sur leur chanson Strawberry Field Forever et John Lennon voit chez un antiquaire une affiche datant de 1843, de l'époque victorienne, et sur cette affiche, il y avait tous les noms qu'ils allaient décliner dans la chanson. Il y avait For the Benefits of Mr. Kite. Et tous les personnages sont là, y compris Henry the Horse, où certains ont dit que The Horse, en argot anglais, ça voulait dire, ça signifiait héroïne. Donc on y a vu un truc à la drogue. Il a dit, mais absolument pas, j'ai pris tous les noms qui étaient sur l'affiche. The Hendersons will all be there, plate of Pablo Francesfer, what a scene. Et tout était là, et il a fait la chanson comme ça, en prenant juste l'affiche et en la déclinant en chanson. Pendant longtemps, il a dit que c'était une chanson complètement anecdotique, et à la fin de sa vie, il y est revenu, il a dit non, cette chanson, elle a la beauté d'une aquarelle. Donc il avait complètement délaissé en disant que c'était... et c'est une chanson qui compte, et qui compte terriblement pour vous, puisque vous nous en avez parlé avec autant de talent. Being for the Benefit of Mr. Kite, le choix d'Yves Duteil dans les chansons de ma vie sur Radio J. Yves, votre troisième choix dans ces chansons de votre vie nous amène à rendre hommage à un immense parolier de la chanson française, j'ai nommé Pierre Delanoë. Alors, vous avez choisi dans le répertoire de Pierre Delanoë, mais je crois que vous pouvez là aussi nous faire l'anthologie de Pierre Delanoë. Oui, j'en ai choisi une parce qu'il fallait en choisir une et que ça a été mon morceau de bravoure à la guitare pendant des années quand je commençais à chanter le soir pour les copains. C'est le Bal des Las de Michel Polnareff, qui est une chanson incroyable avec un accompagnement à l'orgue. Et un texte incroyable. Et un texte incroyable de Pierre Delanoë. Et là, je me suis rendu compte que je suis rentré dans l'univers des textes de Pierre Delanoë sans m'en rendre compte. Parce qu'il avait écrit tout ce que je chantais. Que ce soit Hugo Frey, que ce soit Michel Fugain, que ce soit Gilbert Bécaud, ou que ce soit Nicole Croisy, ou que ce soit n'importe qui. La liste est longue. La liste est extrêmement longue et elle est extraordinaire de variété, de diversité. Alors bon, il y a La fille du Nord, Je n'aurai pas le temps, L'Épervier, Le bon Dieu s'énervait, mais il y a aussi Les crayons de couleur, Le rossignol anglais, toutes les chansons de Hugo Frey. Et La fille du Nord et Les crayons de couleur, on ne dira jamais à quel point cet auteur, qui avait plutôt une image un peu réac, enfin en tout cas c'est ce qu'il aimait cultiver comme image, a amené Dylan en France. Enfin, c'est lui qui fait connaître Dylan au plus grand nombre en France. Alors c'est aussi Le rossignol anglais, c'est aussi Stu Ball. Quand même. Magnifique chanson. Mais aussi Bécaud, La vente aux enchères, L'Orange. Il y avait des chansons aussi de Louis Amade dans les chansons de Bécaud. Mais il a été vraiment écrire pour Nicole Croisy, une femme avec toi, c'est quand même bon aussi. Mais alors un jour, il m'a contacté. Oui, racontez-nous ça. C'est ça qui était incroyable, c'est que il m'appelle et il demande à me rencontrer. Et donc on se voit et moi évidemment.
très intimidé. Au début de votre carrière. Au tout début, mais je venais juste d'écrire en fait le premier album qui a marché, c'est-à-dire celui de Tarentelle, Prendre un enfant. Qui a un peu plus que marché, qui a vraiment été un phénomène de l'année 1977. Il a marché avec des bottes de 7 lieues. Ah, il a couru. Il a couru. Mais bon, Delanoë, il me dit, mais parce qu'à l'époque, la Tarentelle s'appelait La Petite Tarentelle. J'avais une chanson qui s'appelait Petit Patron. Il y avait Le Petit Pont de Bois. Et il me dit, Petit Docteur. Le Petit Docteur. Et il me dit, mais vous écrivez toujours petit quelque chose. Et moi, je voudrais vous apprendre à écrire grand. Parce que vous savez écrire, mais je voudrais vous aider à éclore vraiment votre écriture. Je trouvais ça fantastique. Pierre Delanoë, et là, je me suis rendu compte à qui je parlais. Quoi. Oui. C'était un maître de plume. Et je lui amène un début de texte que j'avais du mal à continuer. Que vous aviez dédié à votre épouse Noël. Noël. Ça s'appelait Il me manquait toujours. Oui. Et donc, je lui montre ce début, il regarde. Bon, il me dit, écoutez, oui, je vois très bien, mais je vais vous proposer quelque chose. En fait, le texte, c'est « Il me manquait toujours une pierre à ma maison, une heure au fil des jours, un mot dans ma chanson. Il me manquait alors une aile à mon moulin, je n'avais pas encore de fruits dans mon jardin. Il me manquait alors une aile à mon moulin, pourtant je ne manquais de rien. » Et j'avais du mal à démarrer les couplets, etc. Mais c'était notre histoire avec Noël. Oui. Et il m'envoie le texte, quelques jours après, il m'envoie un texte... dit d'abord, il me manquait toujours, c'est pas français. Donc, ça débutait très mal. Et puis en plus, il me dit, si vous dites qu'il vous manquait ci, il vous manquait ça, et pourtant vous me manquez de rien. Oui, c'est pas logique. Les gens vont rien comprendre à votre truc là. Fou, je me suis dit, ça c'est... J'imagine votre embarras quand on soit ça. Et je lui dis, écoutez, très franchement, je le sens pas comme ça. Alors là, il s'est un peu vexé. Et il m'a dit, bon, bah, j'espère que ça va vous botter le cul. Pour écrire la suite. Ce qui est plutôt une jolie pirouette pour sortir par le haut, quoi. La réponse la plus intelligente qu'il pouvait me faire. Et là, du coup, je m'y suis collé et j'ai fini le texte. Et effectivement, le texte se termine. Il peut manquer toujours une aile à mon moulin, un fruit dans mon jardin. Il peut manquer toujours un siècle à mon destin si tu fais près de moi le reste du chemin. Il peut manquer surtout un siècle à mon destin. Je ne manquerai plus de rien. Et lui m'avait fait une proposition qui était absolument impossible. Je ne le dirai pas ce que c'était, mais c'était du genre, il manquera toujours une aile à mon moulin tant qu'il ne sera pas le tien. Mais bon, vous l'écrivez d'ailleurs dans le bouquin. C'est joli, mais c'était pas notre histoire. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait quelque chose de très personnel dans ce que j'écrivais, que ça ne pouvait être que autobiographique pour que je puisse l'assumer pendant toute ma vie. Il vous est arrivé, vous-même, de devoir conseiller des gens qui vous envoyaient des textes en vous disant qu'est-ce que tu en penses ? Je sais que vous tendez beaucoup la main à vos jeunes confrères et consoeurs. Ça doit pas être évident de se retrouver dans ce rôle-là aujourd'hui, vous ? Non, et j'évite de donner des conseils et des directives parce que il n'y a pas de carrière ni de écriture qui se ressemblent. En revanche, quand on m'a demandé via la SACEM et via le studio des variétés de venir faire une sorte de, le mot bien français, masterclass, voilà, pour des jeunes auteurs-compositeurs, là de témoignages. J'ai embarqué dans l'histoire. Oui. Je l'avais déjà fait pour Claude Lemel et son atelier des stylomaniaques. Mais là, c'était sur 3 jours. Et sur le 3e jour, en fait, on m'a demandé de venir avec quelqu'un et d'essayer de faire, d'élargir un peu le sujet, peut-être à l'enregistrement, à la réalisation, etc. J'ai pas trouvé. On travaille tellement. J'ai jamais trouvé mon Laurent Voulzy, en fait, de Souchon. Et j'ai toujours travaillé un peu en solitaire, donc j'ai pas trouvé quelqu'un qui me permette de dire, on va venir à 2. Et votre moitié d'orange. Et j'ai dit, artistique. Mais en revanche, il y a un truc qu'on pourrait faire. Amenez-moi, exactement ce qu'a fait Delanoë pour moi, amenez-moi un chantier en cours, et puis on va les faire évoluer ensemble. Vous l'avez fait. Et je l'ai fait pour les 5 auteurs-compositeurs qui sont venus à cette session, mais je les ai fait avancer avec leurs idées. C'est-à-dire que je disais, là, il y a un point de faiblesse, là. Ici, il y a un truc à revoir. On peut concentrer le truc. Il y a un moment où c'est un peu moins signifiant. On peut se passer de cette phrase-là sans changer le sens, mais par contre, on peut trouver quelque chose de plus vrai, de plus authentique. À quoi est-ce que vous avez pensé quand vous avez écrit ça ? Dites-moi, parce que je voudrais comprendre et qu'on essaie de chercher le vrai mot ensemble. Et on a travaillé ensemble comme moi je travaille. C'est-à-dire en affinant l'écriture, en essayant de trouver le vrai mot qu'on a cherché à écrire, mais qu'on est tombé sur un autre. Parce que on tombe pas tout de suite sur le vrai mot. On tombe pas tout de suite sur la vraie formulation. On en essaye une, et ça se rapproche,
On sait que ça va aller vers quelque chose. C'est comme quand on prend un cap avec un bateau. Oui. On voit pas derrière l'horizon, mais on sait que c'est par là. C'est par là. Et vous, vous aviez le talent de sentir que c'était pas exactement Oui. le mot le plus juste, en fait. Et qu'en tout cas, je comprenais pas ce qu'il voulait dire. C'est Donc, ça. a priori, le public non plus. Ce qui vous permettait de le pointer. Et on a avancé comme ça sur les 5 chantiers qui m'avaient amené. Ça a été passionnant. Parce qu'à l'arrivée, leurs chansons étaient plus concentrées, plus riches, mais c'était ce qu'ils voulaient dire eux. Et j'avais avancé sans leur suggérer des choses, en leur disant là, qu'est-ce qu'on pourrait faire de Vous mieux avez là. juste aidé à coucher d'eux-mêmes, quoi. Et en fait, voilà, exactement. Et j'ai eu des courriers après qui étaient super, qui étaient agréables, avec les artistes avec lesquels on a collaboré pendant ces jours de travail. Je reviens à Pierre Delanoë avant d'écouter le Bal des Lacs de Michel Polnareff. Pierre Delanoë a prêté sa plume au plus grand. Il vous est arrivé d'écrire pour les autres. Qu'est-ce que cet exercice... Est-ce que c'est un exercice que vous aimez et qu'est-ce que cet exercice vous apporte de plus que d'écrire pour vous? Je pense notamment à Fabienne Thibault, pour qui vous avez écrit pour Rose Laurence. Qu'est-ce que ça vous apporte de plus ou de Ça différent? Ça m'oblige à sortir de moi-même pour mettre cette écriture au service de quelqu'un d'autre, pour traduire. Rose Laurence m'avait demandé un jour, parce qu'on a fraternisé vraiment avec Jean-Pierre Gousseau et Rose. Et Jean-Pierre avait fait une musique, et Rose me dit « Écoute, j'aimerais bien que tu me fasses une chanson d'amour à tomber par terre. » Facile à faire. Le brief qui n'est pas paralysant du tout, quoi. Pas du tout. Et donc, j'ai imaginé, voilà, ce que je pouvais écrire sur cette musique. Et en fait, j'ai écrit « Écris ta vie sur moi ». Et je ne sais pas si c'était au bout du compte une musique un texte à tomber par terre, une histoire d'amour à tomber par terre, mais en tout cas, ça nous a soudés en amitié avec Jean-Pierre et avec Rose pendant toutes les années qui ont suivi. Et moi, ça m'apporte le fait que, oui, j'écris en endossant le costume de quelqu'un d'autre, un peu comme un scénariste va écrire un film, un peu comme j'ai écrit Quand les bateaux reviennent, où j'ai jamais été marin à ce point, à partir 6 mois en mer. J'écris Quand les bateaux reviennent, ils restent sur leur flanc, les lambeaux décevants du vent qui les emmène. J'étais pas marin, pourtant je me suis mis dans la peau d'un marin. Une projection de vous-même. Une projection pour être quelqu'un d'autre le temps d'un poème. C'est un exercice que vous acceptez volontiers, ça, ou c'est quelque chose qui, à chaque fois, vous demande énormément de travail? Ça me demande énormément de travail, mais je l'accepte volontiers parce que, justement, c'est un exercice différent qui m'ouvre à quelque chose. Exactement comme un certain Fred de Zetoun peut me demander d'écrire une musique sur un texte que je trouve très beau. C'est arrivé. Et là, j'habille, en fait, comme je le ferais pour moi. Et c'était magnifique à l'arrivée. En laissant venir l'inspiration au fil de l'émotion, quoi. Et c'est un exercice que j'adore faire aussi, dans ce sens-là, comme dans l'autre. Yves, je vous propose d'écouter ce texte absolument incroyable de Pierre Delanoë, Le Bal des Lacs, cette histoire de condamné à mort qui attend son exécution en pensant à sa bien-aimée. Chanson dans les années 60, écrire ça alors que on était chez les Yéyés, on était quand même plus proche de Dadou Ronron et d'Onomatopée, un texte aussi bien écrit. Ouais. Il fallait vraiment avoir un sacré talent pour écrire ça. Gonflé. Mais il avait aussi fait des textes complètement surréalistes comme Soirée de Prince, qui est la plus belle de ses chansons selon lui, et que j'ai chanté pour lui. Ça, c'est un énorme privilège aussi. Et je sais aussi que Polnareff, souvent, m'entend quand je parle de lui, et que ça le touche. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, mais il m'a inspiré d'une façon extraordinaire pour l'écriture de mes propres chansons. Michel, si vous nous écoutez, Le Bal des Lacs, magnifique chanson signée Michel Polnareff pour la musique, Pierre Delanoë pour les paroles, le choix d'Yves Dutheil dans les chansons de ma vie sur Radio J. Yves, alors maintenant nous allons évoquer une de vos voisines à Précy-sur-Marne. J'ai lu dans votre ouvrage, Madame Barbara, pour ne pas la citer, durant 3 ans, vous avez été voisins sans vous rencontrer. Absolument, parce qu'on a emménagé, nous, à Précy, un peu par hasard, par le hasard des maisons avant, etc. Et on s'est rendu compte, en fait, que Barbara habitait Précy. Quand même un village, à l'époque, de 400 habitants. Donc c'était une de vos administrées? Pas encore. Ça a été une de mes... Et ça l'est devenu ensuite, d'accord. 12 ans après être arrivé à Précy, on a embarqué dans cette aventure municipale. Mais pendant 12 ans, on était des habitants de Précy, comme Barbara. Et un jour, effectivement, on était sur la place de l'église du village,
Et on voit Barbara qui sort de chez elle. Elle sortait ses poubelles. Et donc, on a du mal à imaginer Barbara qui sort ses poubelles. Un acte du quotidien. Voilà. Et donc, elle nous voit et elle dit, mais voyons-nous, ça fait 3 ans que vous êtes là, tout le monde me parle de vous, on ne s'est pas rencontrés, venez à la maison, je vous offre un thé. Et effectivement, on est allé chez elle, et il y avait un gâteau, il y avait du thé, il y avait Mélancolie. Elle s'est mise au piano, elle m'a chanté Mélancolie. Votre chanson. Ma chanson. Et là, j'étais subjugué par l'intensité. C'était comme si la chanson avait été écrite pour elle, quoi. Mais c'est vrai qu'on imagine bien chanter ça. Voilà. Et donc, on a eu une relation comme ça, très fraternelle, très chaleureuse, très simple. Pendant tout ce temps où on a été, nous, après à la mairie, Oui. où on a eu donc à gérer tout ce qu'elle faisait pour le village. Et il y avait beaucoup de choses. Elle s'occupait beaucoup des jeunes, des anciens. Elle avait une relation très étroite avec ses voisins, qu'elle remerciait de prendre ses colis, et elle faisait pareil pour les autres. Enfin, c'était une personne très présente dans le village, et en même temps, on la voyait jamais. Donc, elle était très, très active sur le plan presque social, je dirais, dans le village, de façon totalement discrète. Il y a une anecdote qui est extrêmement touchante dans votre ouvrage. Au deuxième tour de l'élection présidentielle en 1995, elle se doute bien que vous allez voter pour Jacques Chirac, qui était votre ami. Elle vous demande d'aller voter pour elle. Oui. Parce qu'elle a un petit problème de santé et qu'elle craint de ne pas pouvoir se rendre jusqu'au bureau de vote. Exactement. Alors qu'elle n'a jamais fait l'économie de ses opinions. On savait très bien qu'elle votait à gauche. Et vous dites, pour elle, je me serais bien vu aller mettre un bulletin Jospin dans l'urne. Je l'aurais fait sans état d'âme, bien sûr. Pour moi, c'était une évidence. D'ailleurs, c'était plutôt au premier tour, parce qu'au deuxième, il n'y était pas. Jospin. Oui, effectivement, c'était au premier tour, autant pour moi. Mais cela dit, la question est la même, c'est-à-dire, oui, je trouvais ça d'abord une marque de confiance de sa part, et puis une marque d'amitié, et puis une demande très originale, très inattendue. Bon, voilà, donc ça c'est pas. Finalement, je vais me proposer de l'aider, de venir l'aider à se rendre jusqu'au bureau de vote, et finalement quelqu'un l'a fait, donc ça s'est passé très bien. Mais dans l'intention, j'étais très touché par ce geste. Il y a des chansons qu'on n'écoute plus vraiment de la même façon une fois qu'on en connaît l'histoire. J'imagine que lorsque, comme beaucoup de Français, vous avez découvert le secret qui assombrissait l'enfance de Barbara, ce qu'elle avait dû vivre et la maltraitance paternelle qu'elle avait dû subir, j'imagine qu'il y a des chansons que vous n'écoutez plus de la même façon. Je pense à Nantes, par exemple. Nantes, tout à fait. L'Aigle Noir. L'Aigle Noir, oui, exactement. Tout d'un coup, les mots prennent une signification tout à fait différente et terrible. Et donc, on comprend mieux ce qu'elle a dû surmonter, en fait, pour arriver à être aussi expressive au niveau des sentiments, de l'émotion, et tous les troubles que ça peut générer chez une enfant qui vit ce genre de problème, quoi. Et donc, ça a éclairé, en fait, la vie et l'œuvre de Barbara d'un jour tout à fait particulier. Et en fait, ça ne l'a rendue que plus attachante. Déjà, je pense que le public ne sait pas à quel point elle s'est dévouée de son vivant pour les autres. Les autres, quand elle faisait ligne ouverte la nuit pour les malades du sida, pour les familles de prisonniers, pour les gens déprimés, insomniaques comme elle, qui se sont adressés à nous à sa mort simplement parce qu'ils ne savaient plus à qui s'adresser. À qui se louer. Et ce qui nous a incité à ouvrir un livre de condoléances publiques à la mairie, qu'on a remis à la famille après. Et le jour de ses obsèques... C'est très joli, ça. On s'est retrouvés... moi, j'étais en pleine tournée, donc je suis rentré exprès pour les obsèques de Barbara, et on a rejoint l'équipe du village avec 410 roses. Le nombre d'habitants. Une pour chaque habitant de Précy. Et on a assisté aux obsèques de Barbara d'une façon surréaliste, où il y a eu ce que je qualifierais d'obsèques officielles avec toutes les personnalités qui ont fait des très, très jolis discours, qui se sont manifestés auprès d'elle en étant présents. Et puis après, tout le monde est parti, mais pas vraiment tout le monde, parce que le public qui était là est resté. Je ne sais plus combien de centaines ou de milliers de personnes il y avait, mais quand à un moment donné, quelqu'un a lancé « Dis, quand reviendras-tu ?» La foule s'est mise à chanter. La foule s'est mise à chanter à Barbara. « Dis, quand reviendras-tu ?» là. Ouais, au niveau de l'émotion, c'était fort. On était
pétrifié d'émotion. Yves, il y a et vous en parliez, votre attachement à l'homme, à Jacques Chirac, il y a des pages dans ce livre extrêmement chaleureuses. Il y a quelques photos aussi, qui ne sont pas dans ce livre, mais que j'ai eu l'occasion de revoir il n'y a pas très longtemps, où Jacques Chirac vous met carrément la main sur la nuque, comme un parent pourrait le faire avec un fils. Il y a quelque chose de très très chaleureux dans cette relation de quasi filiale, de quasi familiale. C'est comme ça que vous l'avez vécu? Ah oui. Oui, parce que j'ai eu un attachement politique, je dirais, de parti dans notre relation. En fait, c'était lui, quoi, et sa famille, mais pas forcément une orientation politique. Et effectivement, quand je parle de Chirac, c'est plus la tendresse qu'on avait pour lui, l'affection, l'admiration, le respect. Et comme ça pendant toute sa vie. Il était très tactile, il avait besoin de toucher les gens, mais quand elle est tombée malade et qu'il nous appelait à n'importe quelle heure pour dire bon, comment elle s'en sort, comment ça va, est-ce que si elle s'en est sortie jusqu'à maintenant là, c'est qu'elle va s'en sortir. Et tu vas voir, elle va être encore plus forte qu'avant. Et croisant mon côté sorcier corésien. Alors, cette phrase un peu sibylline, c'est formidable, ça. Mystérieuse, j'ai découvert à travers d'autres récits qu'il y avait un fondement très profond. Son grand-père était un peu sorcier en Corrèze. Et lui, il a hérité de ça. Et ce côté tactile de Chirac, c'était quelque chose qui ressemblait à ce côté un peu magique, un peu mystérieux, qui faisait que les gens avaient besoin de ce contact physique avec lui, et lui avait besoin aussi de se manifester physiquement auprès des gens, de leur prendre la main, de les toucher. Les bains de foule, on le voit, il a l'air heureux de les vivre. Voilà, et il avait ce côté naturel, vorace de la vie, qui en faisait un homme à la fois humain, très humaniste, et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il était extrêmement érudit, mais que pour être tranquille, il voulait passer pour un rustre. Pour un inculte. Pour un inculte. Et que, il avait toujours une espèce de petite mallette avec lui. Tout le monde pensait que c'était les codes nucléaires. Oui, pas du tout. Non, c'était l'histoire de l'humanité. Il notait, il prenait des notes sur les civilisations anciennes. C'est pas un hasard si aujourd'hui il y a le musée du Quai Branly, le musée Jacques Chirac. C'est parce que il a été un moteur d'archéologie et un modèle d'archéologue qui a bluffé jusqu'aux spécialistes chinois des porcelaines de l'époque Ming, etc. Il a rectifié le tir d'un guide en présence du Premier ministre chinois à Pékin, à qui il a dit ah non, ça c'est pas un vase de telle époque, c'est de telle époque. Alors l'autre, vexé comme un pou, failli faire un incident diplomatique. Et le soir, mais la nuit, à 3h du matin, le Premier ministre chinois a appelé Chirac dans son hôtel en lui disant « Vous aviez raison ». C'est quand même extraordinaire. C'est énorme. Est-ce qu'on peut dire que c'est une de vos plus belles histoires d'amitié ? Je dirais ça parce que, au-delà de l'histoire d'amitié, il y a eu une relation concrète sur des sujets vraiment importants. On a fait souvent... C'est ce que vous racontez dans votre ouvrage. Au début, vous allez le voir pour un problème technique. Oui. Il dit, mais où ils sont les Dutheil il vous reçoit pour quelque chose, un dossier extrêmement... c'est très très pragmatique là. C'est le dossier qui nous a mené à la mairie de Prissy en fait. C'est-à-dire qu'un dossier de carrière dont on cherchait à éviter la survenue et où il nous a conseillé. Et son conseil à ce moment-là, c'était vous n'avez qu'à devenir maire. On était un peu catastrophés parce que c'était pas du tout dans notre plan de vie, quoi. Mais au-delà de ça, il est intervenu pour faire libérer le prisonnier d'opinion tibétain qu'on avait parrainé avec notre municipalité. Il a fait libérer aussi Nawang Sangdrol, qui était une prisonnière d'opinion tibétaine qui était surnommée la Jeanne d'Arc tibétaine. Il a aussi influé sur les 40% de chansons françaises à la radio. Oui, les quotas. Les fameux quotas. Et sur bien d'autres sujets, il nous a aidé à construire notre école à Pondichéry pour les enfants défavorisés, parce qu'il a soumis le dossier directement au Premier ministre indien lors d'une visite officielle. On n'aurait jamais pu construire cette école sans lui. Voilà une espèce d'exemple concret de cette relation où on a tissé non seulement une amitié, non seulement un respect, mais aussi quelque chose de très actif, de très réactif. Donc, votre plus belle histoire d'amitié, elle chantait au public sa plus belle histoire d'amour. On écoute Barbara, on est parti de là, on l'écoute. Oui, et c'est l'image qui m'en reste, c'est Pantin, le soir où Barbara
a chanté cette chanson. Et je crois, je dirais peut-être une bêtise, mais il me semble que c'était Rouvérolis qui faisait les éclairages. Oui, Jacques Rouvérolis. Et en fait, Barbara tendait le bras vers le fond de la scène, et il y avait un rideau, elle écrivait comme ça avec sa main, au laser, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Et toute la salle était en larmes. Chanson qu'elle a écrite alors qu'elle était en première partie, en 65, à Bobino de Georges Brassens, et c'est la première fois où elle voit que le public répond pour de bon, qu'ils sont venus pour elle, alors qu'elle n'est qu'en vedette américaine en première partie. Et c'est au soir de ses représentations qu'elle écrit cette chanson. Ma plus belle histoire d'amour, Barbara, votre choix, Yves, dans ces chansons de ma vie. Yves, on arrive déjà à notre dernière étape de ce voyage avec vous. Et cette étape va nous entraîner dans un coin du monde que vous aimez particulièrement, et qui vous le rend bien d'ailleurs, c'est le Québec. Vous avez choisi dans vos chansons... Vous avez choisi dans ces chansons de votre vie, Quand les hommes vivront d'amour, une chanson de Raymond Lévesque. On a tous dans la tête et dans le cœur, pour reprendre une chanson connue, la version chantée en 1974 lors de la Franco-Fête par Gilles Vigneault, Félix Leclerc et Robert Charlebois. Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous, cette chanson-là ? Elle a donné un visage à ce pays, 3 visages d'ailleurs, mais un visage globalement à un pays qui n'en était pas un, qui était une province, qui était une région francophone au bout de la terre. Et pour moi, je ne savais pas que ça existait. Mais quand j'ai entendu ce disque, j'ai vu le loup, le renard, le lion, la Franco-Fête sur les plaines d'Abraham avec, je sais pas, 150 000 personnes. 13 août 74. Voilà. C'était un concert aussi important que celui de Simon Garfunkel à Central Park. Quoi. C'était un moment suspendu, incroyable, qui m'a révélé l'existence d'un pays frère. Et je savais, à partir de cet instant, qu'on allait s'entendre. Et qu'on allait s'aimer. Et vous alliez aller chanter là-bas et que vous auriez droit à une standing ovation du Parlement. Peut-être pas encore, mais pas jusque-là, pas à ce point-là, parce que en 2019, c'est ce qui vous est arrivé. Oui, alors c'est ce qui m'est arrivé de façon incroyable, parce que j'ai dû chanter la langue de chez nous sur la scène, la même, devant le même... nombre de publics, Mon Dieu. C'était impressionnant. J'avais une peur viscérale. Je ne savais plus comment me calmer. Et là, juste avant d'entrer en scène, mais quelques secondes avant, je me suis dit, écoute, c'est maintenant et puis plus jamais après. Ouais. Donc profites-en. Et vous en avez profité. Ça s'est décanté tout d'un coup. J'ai soufflé, je suis rentré en scène et j'ai chanté. Et j'ai regardé le public en me disant, mais je bois ce moment, je le goûte, je le savoure. Et c'était extraordinaire. J'étais en plein dans mon rêve. En parlant de cette Franco-Fête et de ce trio absolument exceptionnel, vous savez ce que Charlebois on disait, mais non sans humour. Il disait, c'était simple, il y avait Félix Leclerc, c'était la lampe à pétrole, Gilles Vigneault, c'était l'ampoule, et moi j'étais le néon. Vous les avez rencontrés, enfin en tout cas Leclerc et Vigneault. Tous les 3, oui. Leclerc et Vigneault, vous le relatez dans votre ouvrage. C'est des rencontres dont on sent qu'elles vous marquent encore aujourd'hui. Oui, c'est déterminant parce que des maîtres de plume, des maîtres de vie, il n'y en a pas beaucoup. Je parle surtout pour Félix Leclerc, mais aussi pour Gilles Vigneault, parce que Vigneault est un sage, c'est un conteur, c'est quelqu'un qui vous raconte la vie, l'histoire, Natasha Kwan, les baleines, les billes de bois dans le torrent, avec tous les personnages qui ont peuplé son enfance. Félix Leclerc, c'est celui qui vous dit que tout est possible, que la poésie peut être un combat. Et que tout d'un coup, on peut écrire... C'est l'engagement, c'est la force tranquille, mais c'est l'engagement. Oui, c'est la colère aussi. Oui. C'est la puissance de la colère en poésie. Ça, c'est un truc, je ne connaissais pas ça. Un poète qui devient un militant, un soldat, c'est comme Pablo Neruda, quoi. C'est quelqu'un qui va changer le cours de son pays, qui va promettre, une chose qui n'est pas arrivée, mais qui aurait pu arriver avec des combattants de ce calibre, comme Vigneault, il nous reste un pays à construire, et ils m'ont offert un pays, ils m'ont offert un deuxième pays pour mes chansons. Et une de vos plus belles chansons aussi, ils vous ont inspiré une de vos plus belles chansons. Et Charlebois aussi, parce que à sa manière, Lindbergh, et bien tout sûr. Ça, c'était aussi prémonitoire, c'était les chansons, et c'était autre chose. C'était du même registre que les Beatles, quoi, dans la folie. Oui. Et donc, Félix Leclerc, une conversation de toute une journée grâce à Jean Dufour qui était notre agent commun à l'époque, oui. à l'époque. Et en fait
le côté drôle de cette histoire, c'est qu'on était chez Félix et que Jean avait amené une bouteille de vin, parce qu'il produisait du vin en Dordogne, Oui. Jean. Et il avait un petit carré de vigne, il était très fier de son vin, qui était très mauvais, qui était piquette, c'est épouvantable. Il avait offert... Vous êtes obligé de le boire. Bah oui, il a offert la bouteille à Félix en lui disant ce que Félix m'a dit. Il m'a attiré dans la cuisine, il m'a dit, il a ouvert le placard, il m'a montré la bouteille, il m'a dit, vous savez, cette bouteille, c'est Jean qui me l'a offerte, et il m'a dit, c'est à déboucher le jour de l'indépendance. Mais j'en arrive à souhaiter que le Québec ne soit jamais indépendant. Mon Dieu. L'écriture de cette chanson, La langue de chez nous, c'est, je pense, peut-être parmi vos plus belles chansons, en tout cas une de celles qui restera à n'en point douter. Elle s'est écrite en 2 temps, cette chanson. Et encore une fois, Noël a été déterminante. Oui, comme souvent, elle est ma première critique, mais quand je dis critique, c'est dans le sens bienveillant, c'est-à-dire qu'elle aime tellement ce que je fais qu'elle exige que je monte plus haut à chaque fois. Et vous l'acceptez ça, ou au début, quand elle vous dit c'est pas terrible, est-ce que vous le prenez un petit peu mal parfois, ou... Au début, j'ai dû le prendre pas très bien, mais après, j'avais une telle confiance en elle. Elle confirme, hein, c'est bon. Elle a dû batailler un petit peu quand même, mais à un moment donné, il y a une telle confiance entre nous que je me remettais même plus ça en cause. Je savais qu'elle avait raison et qu'elle ne cherchait que à ce que ce soit mieux et mieux encore. Et racontez-nous alors, donc vous lui montrez la première version. Je suis très fier de ma chanson et je lui amène donc le texte et vraiment elle a dit c'est vraiment vraiment bien. Hein. Mais après, quand il y a un petit silence, après, je sais que c'est une zone à risque. Le terrain devient glissant. Mais je pense que tu peux aller plus loin. Ah bon oui, je pense que tu peux parler davantage, peut-être clairement du Québec dans cette chanson, évoquer en fait le lien qu'il y avait entre cette chanson, Félix Leclerc, mais le Québec. Oui. Bon, je suis parti avec mon carnet et mon stylo, et j'ai remis le métier... sur l'ouvrage. L'ouvrage sur le métier. Oui, donc, sur le métier. Et j'ai écrit les 4 vers supplémentaires qui manquaient. Nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges et qu'on y parle encore la langue de chez nous. Elle vous a juste donné le titre de la chanson, quoi. Voilà, simplement. Et vous avez co-signé ou pas? On aurait pu. Je savais qui tenait la plume, mais bon. Et quand les hommes vivront d'amour de Raymond Lévesque, c'est une chanson que vous auriez pu écrire, ça? Oui. Elle vous ressemble, cette chanson? Oui, je l'aurais pu, mais... Je dirais, je vais être très prétentieux, mais au bout du compte, quand on met ce mot amour dans les chansons, on a toujours l'air un peu quétaine, comme disent les Québécois, un peu sirupeux, un peu guimauve. Oui. Quand les hommes vivront d'amour, les soldats seront troubadours, mais nous serons morts. Oui, mes frères. Elle a été écrite il y a quelques dizaines d'années. Alors, peut-être que je l'aurais... Moi, quand j'ai écrit... En tout cas, l'inspiration de cette chanson, l'inspiration, c'est clair qu'elle a été fondamentale pour moi. Parce qu'elle a défini une image de l'humanité telle que je voudrais qu'on la voie. C'est vrai que il y a pleine de respect. Pleine de respect. L'amour est une notion mystérieuse encore aujourd'hui, qu'on ne mesure pas, qu'on n'a pas inventé d'instrument pour dire quel est c'est à 82 ou à 76 ou bon. Mais par contre, quand ça manque, là, on le sent vraiment. C'est un peu... je retrouve ça dans certaines chansons, Tant que tu seras là, par exemple, une chanson de Fred Zetoun. Et je retrouve cette même notion, en fait, dans la base de l'écriture qui me plaît, dans l'expression de cette nécessité absolue qui est souvent prise pour une naïveté, une façon un petit peu fleur bleue de regarder la vie, alors que la bienveillance, c'est un fondamental de notre vie. C'est essentiel. C'est essentiel. Un enfant qui vient au monde, s'il n'a pas de la bienveillance autour de lui... Il ne peut pas grandir. Il ne peut pas grandir, il ne peut pas même vivre. Et nous, on est pareil. Et donc, j'ai envie de dire ça à l'humanité. Mais j'ai envie de dire ça quand je vois trancher la gorge d'un innocent, quand je vois une injustice flagrante qui est perpétrée volontairement par des gens qui sont complices de ce mensonge, quand je vois des petits chefs qui usent de leur autorité en abusant, quand on voit le manque de respect des humains les uns pour les autres parfois, j'ai envie d'instiller ça dans notre fibre cardiaque, quoi, que notre cœur se mette à battre à l'unisson et qu'on soit tous sous la sauvegarde les uns des autres au lieu d'être tous sous la menace les uns des autres. Vous imaginez, Yves, toutes les chansons qu'il vous reste à écrire?
Ben, peut-être. Alors je me dis que peut-être... En développant tous ces thèmes-là, c'est... Comme dans le Messie récalcitrant, qui est un livre de Richard Bach, qu'a écrit Jonathan Livingston Le Goéland. Le mystère, c'est comment puis-je savoir si ma mission sur Terre est terminée? Et la réponse, c'est si tu es vivant, elle ne l'est pas. Yves, en conclusion, je vous propose d'écouter cette chanson que vous avez choisie. Alors, vous préférez la version en trio, les trois à la franco-fête, ou l'original de Raymond Lévesque? Je dirais la version en trio, parce que Raymond Lévesque n'était pas forcément un chanteur, un interprète, mais par contre, il s'est produit quelque chose au moment où ils ont chanté tous les trois cette chanson qui a fédéré toute une génération dont je fais partie. Quand les hommes vivront d'amour, le choix d'Yves Dutheil dans ses chansons de ma vie. Yves, on a passé 1 heure ensemble, j'ai l'impression qu'on a bavardé pendant 10 minutes, tellement c'est passé vite. C'est vrai. C'est vrai, ça. Je vois l'horloge, là, je vois Serge qui me regarde avec un air impatient. Il va falloir rendre ce studio, puis peut-être aller dormir. Enfin, non, dormir, il est quoi? Il est 22h, on a le temps encore. C'est pour ça que les soirées sont toujours trop courtes quand elles sont heureuses. Yves, moi je vous propose de se revoir parce que comme vous le disiez, vous avez souffert pour ne choisir que 5 chansons. Donc prenons rendez-vous pour une prochaine émission lors de la reprise et de vos spectacles. Vous viendrez nous en parler. Bien sûr, avec grand plaisir. La prochaine scène, c'est quand pour fêter ces 50 ans de carrière? C'est dès qu'on va pouvoir. En fait, on ne sait pas, parce qu'on a des spectacles qui sont programmés, mais la plupart des scènes qui sont reportées puis re-reportées, en fait, ne sont pas toujours en mesure d'ouvrir à une date donnée, oui. Parce qu'il y a plein d'autres spectacles qui vont sauter sur toutes les dates disponibles, et que ça va être un peu la foire d'empoigne, je le crains. Et aussi parce que les producteurs ne sont pas forcément en mesure de pouvoir assumer une jauge de 35%, avec un plateau qui vaut ce qu'il vaut, parce que les musiciens vont pas jouer pour moins cher parce qu'il y a moins de spectateurs. Donc en fait, il y a une quadrature du cercle un peu là qui fait que ça reprendra pour certains plus tôt que pour d'autres, selon l'envergure du producteur ou de la société de production. On ne sait pas, on croise les doigts. Alors, et Dieu sait si c'est difficile de jouer de la guitare en croisant les doigts. Yves, on va vous laisser croiser les doigts, et en attendant que ces spectacles reviennent et qu'on puisse venir à avoir le plaisir de vous voir sur scène, il me reste à vous remercier d'être venu avec Noël jusqu'au micro de Radio J. Je recommande vraiment Chemin de liberté. Allez lire ce livre. Non seulement vous allez découvrir quelqu'un ou le connaître mieux, mais en plus, je le disais en commençant cette émission, ce livre est magnifiquement bien écrit. Merci beaucoup Yves, à très vite. Merci. Merci.